Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour la 4e édition d'Éthique en question. Il s'agit pour le Centre d'action laïque de la province de Luxembourg de questionner des faits de société au regard des valeurs laïques. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour du thème « Enfermés et confinés », ce que la crise du Covid nous révèle de notre système carcéral. Alors, comment les détenus ont-ils vécu ce confinement particulier? Comment certains intervenants sociaux ont-ils dû et su adapter leur travail en ces temps de crise? Nous nous pencherons également sur les constats et les leçons à tirer de cet épisode pour avancer vers un système carcéral porteur de sens. Plus largement, cette soirée sera aussi l'occasion d'en apprendre davantage et d'avoir peut-être une autre vision de ce monde à part et généralement méconnue qu'est la prison. Venus partager leur expérience avec nous, nous accueillons ce soir 3 intervenants. Mélanie Bertrand, chargée de mission à la CAP, la concertation des associations actives en prison. Jean-Claude Imbert, qui est conseiller moral volontaire pour la Fondation pour l'assistance morale aux détenus. Et enfin, Isabelle Relson, chargée de projet au Centre d'action laïque de la province de Luxembourg et qui intervient dans les prisons de la province pour y proposer et encadrer certaines activités. Je vous rappelle, et avant donc de laisser la parole aux intervenants, que cette émission, qui dure environ une 30aine de minutes, est retransmise en Facebook Live. Vous avez la possibilité pendant ce temps de poser des questions en laissant un commentaire. Les commentaires vous seront retransmis et j'aurai l'occasion de poser vos questions alors aux intervenants en fin de session. Alors, le Centre d'action laïque de la province de Luxembourg y assure la promotion des valeurs laïques et est actif dans différents secteurs. L'association se concentre particulièrement sur la question des assuétudes, de la citoyenneté et des droits pour les personnes LGBT. Elle est également présente dans les prisons depuis 1998 et y mène différentes actions. Isabelle, tu te rends à ce titre dans les 3 prisons de la province. Peux-tu nous expliquer de quelle manière le Covid a impacté la vie des détenus? Merci Juliane. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous faire un peu une cartographie de la vie en prison en période de pandémie, mais je vais sûrement oublier des choses, bien sûr. Donc, quand on parle de détenus, il faut d'abord préciser que la population carcérale est de plus de 10 000 personnes dans les 35 établissements en Belgique. Et les détenus sont en majorité des hommes, mais dont 5% de femmes sont incarcérées et sont infiniment confinés toute l'année vu les délits commis. Ce qui représente quand même un nombre important de personnes incarcérées, plus les agents pénitentiaires, les services internes et externes, et sans oublier en plus des détenus, le confinement a aussi impacté sur les familles des détenus et des détenus, qui représentent au moins 76 000 personnes touchées, dont 17 000 enfants par an, qu'il ne faut surtout pas oublier. Pour expliquer un petit peu les confinements, il y a une différence entre les 2 confinements qu'on a constatés par différents services. Donc, les détenus qui déjà sont privés de liberté avec S dans tous les sens du terme, le confinement n'a rien arrangé pour leur réinsertion ni pour les tensions qui existent déjà au sein des prisons. Et aussi, cette population a été complètement oubliée, laissée pour compte et ignorée par le ministre dans ses décisions, qui a mis encore plus d'incertitude auprès des détenus, en tout cas. Alors, au niveau du premier confinement, il y a eu quelques cas, des cas de Covid dans les prisons, aussi bien au niveau des détenus que des agents, mais très peu. Et on constate que les détenus étaient dirigés vers la prison de Bruges directement afin d'éviter une contamination. Une contagion, pardon. Les prions ont été suspendus et réduits.
ce qui n'a plus permis aux détenus de se côtoyer, les activités collectives, sportives et culturelles supprimées aussi, les formations reportées, les services internes de la prison ont été en télétravail, que ce soit au niveau de l'aide psychologique ou les soins de santé qui ont été limités. Le travail est suspendu aussi pour les détenus, ce qui engendre moins d'argent pour acheter les denrées alimentaires pour améliorer leur quotidien. Donc, les agents ont continué leur travail conformément aux règles en vigueur en étant, vu la situation, en nombre réduit. Il y a eu des libérations anticipées et des interruptions de peine qui ont permis de faire baisser la population et la surpopulation, mais donc réduire les tensions et les problématiques liées à la promiscuité. Les visites aussi, intimes et familiales, ont été suspendues et ont été remplacées, je dirais, par des vidéoconférences qui ont été mises en place tardivement, vu que les prisons n'ont pas le matériel adéquat et pas toujours de bonne qualité, et les visites n'étaient pas assez longues pour les détenus. D'un côté positif, les détenus ont quand même eu des crédits d'appel et la télévision gratuite pendant quelques mois, afin de pouvoir contacter leurs familles et leurs amis. Il y a eu de nombreux numéros gratuits qui ont été installés par différents services afin d'écouter et d'aider les détenus qui ont été mis en place et communiqués aux détenus. Il y a eu des masques qui ont été fabriqués par les détenus, pour les détenus et pour le personnel pénitentiaire. Et aussi, d'un autre côté, les servants ont continué de nettoyer les ailes, mais vraiment de désinfecter très soigneusement pour éviter la contamination. On constate qu'entre les deux confinements, les prions ont un petit peu recommencé, les conseillers laïcs sont revenus, les activités collectives ont pu reprendre avec le masque, la distanciation, le gel, mais dans certaines prisons et pas toutes. Et donc, la population carcérale est remontée à un niveau de population identique avant la crise, donc une surpopulation. Et malheureusement, le deuxième confinement est arrivé au sein des prisons. Et au départ, on peut dire que le confinement a été redoublé. Plus de cas de Covid au sein des détenus et des agents aussi. Donc, ils ont été enfermés encore plus dans leurs cellules de 9 mètres carrés, section confinée en entier, 24 heures sur 24, en cellule, durant 10 ou 14 jours. Plus de prio du tout, plus de visites de nouveau avec leur famille, donc maintien des vidéoconférences, heureusement. Donc, ce changement a de nouveau impacté sur le moral des détenus et des familles. On écoute beaucoup plus au téléphone et avec les conseillers moraux, plus d'idées noires, de dépression, de notions de suicide, qui soulèvent quand même le manque de contact avec les familles. Donc, maintenant, actuellement, les prions ont été remis, les activités sur section ont été rétablies, le travail a un petit peu augmenté, les services qui étaient internes sont revenus, mais vu que les décisions du ministre de suspendre les permissions de sortie et les congés pénitentiaires jusqu'à fin mars n'ont pas remonté le moral des détenus, pas du tout, qui sont admissibles à ces sorties et attendent de pouvoir les mettre en place afin de préparer leur sortie et leur réinsertion. Les visites aussi ont été rétablies, mais sans contact physique, derrière un plexi ou les masques avec une personne adulte de plus de 16 ans, toujours la même personne, ou alors maximum 2 enfants plus jeunes que 12 ans par visite et pas nécessairement toujours les mêmes. Donc, les mesures actuelles, on peut constater que les jeunes de 12 à 15 ans ne peuvent toujours pas rendre visite à leurs parents. Donc voilà le constat que plusieurs associations ont fait avec le CAL, la Fondation et la CAP. Par ailleurs, dans le travail de en prison que l'on fait au niveau du Centre d'Action Laïque, on ne peut plus réaliser des activités collectives comme le journal notamment au sein des prisons. Mais soucieux de permettre aux détenus de continuer leur créativité, les rédacteurs détenus peuvent, en ma présence, encoder les articles des rédacteurs afin de sortir des journaux des détenus pour les détenus.
Donc, vu la situation difficile et pour maintenir un meilleur équilibre possible en la protection de la santé de chacun dans les établissements et le soutien à des contacts avec les détenus et leurs proches, les directions, les agents pénitentiaires et les services internes essayent vraiment de faire du mieux qu'ils peuvent en temps de crise en fonction des directives reçues pour le bien-être des détenus, pas toujours en adéquation avec la réalité carcérale. Donc, je voudrais, en tout cas, comme j'ai la parole, remercier les directions des 3 prisons de la province du Luxembourg de nous permettre, en tout cas, aux détenus de pouvoir continuer à s'exprimer avec notre collaboration par le biais des journaux. Voilà, je vous remercie. Merci Isabelle pour ce témoignage donc issu du terrain. Jean-Claude, toi, tu es volontaire pour la Fondation pour l'assistance morale aux détenus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ta mission et les implications liées à la crise Covid? Oui, merci Juliane. Bonsoir à tous et à toutes. La Fondation d'assistance morale aux détenus pour laquelle j'exerce ma mission de conseiller est une fondation nationale d'utilité publique, laïque, bilingue et soutenue financièrement par le Conseil central laïque. Son but est de promouvoir le progrès social, de faciliter le reclassement et de contribuer au perfectionnement de ses bénéficiaires. L'assistance morale est assurée par un conseiller moral dont les principales missions sont l'écoute, le soutien et l'orientation. Et le conseiller moral est strictement tenu au respect du secret professionnel. Le conseiller moral rencontre des personnes détenues à leur demande, confrontées ou non à des difficultés personnelles, familiales ou sociales, et le conseiller moral écoute sans préjugés et aide les détenus à exprimer en toutes circonstances leurs questions, leurs problèmes ou leurs émotions. Le conseiller moral assure un accompagnement personnalisé pour toute question ou difficulté rencontrée et il offre une présence et une disponibilité en toutes circonstances. Le conseiller moral est complémentaire aux autres services et autres intervenants internes et externes de la prison et il peut relayer les demandes spécifiques auprès des services spécialisés. Il y a en Belgique 35 prisons, cela a été dit, dont 15 prisons en Wallonie. Et dans chacune de ces prisons, il y a un ou plusieurs conseillers moraux, rémunérés ou volontaires, suivant le nombre de détenus. Personnellement, je suis conseiller moral volontaire à la prison d'Arlon, laquelle prison fonctionne comme une prison de peine, donc pour les condamnés, et une maison d'arrêt qui est réservée aux détenus. Dans cette prison, il y a 6 quartiers qui sont réservés aux condamnés et 2 quartiers qui sont réservés aux prévenus. Et malheureusement, faute de place, les prévenus se retrouvent parfois dans les quartiers des condamnés. À la prison d'Arlon sont incarcérés uniquement des hommes. Et un quartier, c'est plus ou moins 12 cellules, soit des cellules solo, duo, trio et même quattro. Et environ entre 100 et 110 personnes sont détenues à la prison d'Arlon, dans laquelle un turnover important à partir du moment où il s'agit d'une prison, d'une maison d'arrêt. Avant la crise sanitaire, je fonctionnais de cette manière. Tout d'abord, il faut savoir qu'en prison, il y a des codes à respecter. Il y a tout d'abord le portique de sécurité à l'entrée. L'ouverture de porte est électronique. On appuie sur un bouton et c'est au centre névralgique de la prison qu'on vous ouvre la porte. Et à titre d'exemple, pour me rendre de la porte d'entrée de la prison jusqu'à mon bureau, pour déposer mes affaires, je dois faire ouvrir 7 portes ou grilles. Dans la prison, tous les déplacements sont contrôlés et surveillés. Et il y a aussi des horaires à respecter.
tous les lundis. Je suis à la prison de 9 à 17 heures à peu près. Il n'y a pas de pointage. Et je dirais que je prends une pause de midi parce que la mission de conseiller moral est très absorbante. Les rencontres avec les personnes détenues se font soit en cellule, soit dans le bureau. Le bureau qui est une cellule reconvertie, une chaise, une table, une armoire et un ordinateur. Et le bureau, je le partage avec les représentants des cultes, soit l'aumônier, le pasteur protestant et l'imam, et nous nous arrangeons pour ne pas venir le même jour. Les rencontres en cellule sont nettement plus conviviales. Les détenus apprécient me recevoir dans leur environnement quotidien. Et il n'est pas rare qu'un détenu offre une boisson. Une cellule, c'est un espace réduit de plus ou moins 9 mètres carrés, un lit, une table, une chaise, une étagère de rangement, une télévision, un évier, un WC, parfois un paravent, et au mur, très souvent, des photos de famille. J'ai dit, il y a le respect des horaires, parce que les détenus vont aussi à la douche, au préau, et les détenus travaillent dans la prison. Les rencontres en cellule me permettent de gagner du temps, parce que j'ai parfois la possibilité de rencontrer une ou deux personnes dans le même quartier. Le 9 mars 2020, la crise sanitaire s'installe aussi dans les prisons. Isabelle et Mélanie vous informeront sur les conséquences générales qui en résultent pour l'ensemble des détenus, suppression des visites, des activités, etc. Je vais me limiter à mon vécu à Arlon. Le lundi 9 mars, la direction annule ma prestation de l'après-midi, trop d'agents absents pour cause de maladie, le Covid fait déjà des ravages. Le 16 mars, décision de l'administration pénitentiaire, interdiction d'aller en prison pour une période indéterminée. Immédiatement, la Fondation d'assistance morale aux détenus réagit, réfléchit à la mise en place d'une ligne d'écoute, c'est-à-dire un numéro gratuit qui est mis à la disposition des détenus de toutes les prisons de Belgique. Le 30 mars, ce numéro gratuit est activé via un opérateur téléphonique extérieur. L'information est communiquée aux détenus de chaque prison, le numéro de téléphone, un code est attribué à chaque conseiller moral et je communique l'horaire de permanence pendant lequel les détenus peuvent me téléphoner. Un gros avantage à la prison d'Arlon, c'est que le téléphone se trouve en cellule. La confidentialité des conversations est respectée. L'opération rencontre un énorme succès dans toutes les prisons où le téléphone est en cellule, parce qu'il existe encore des prisons où le téléphone se trouve dans les couloirs. À partir du 6 juillet, l'administration pénitentiaire autorise le retour des services externes en prison. Les conseillers moraux peuvent y retourner à certaines conditions. Visite uniquement dans le bureau, respect des mesures sanitaires, gel, port du masque, désinfectant et un plexi sur la table qui sépare le détenu du conseiller moral. Étant donné le succès du 0800 pendant la première période de confinement, et uniquement pour les détenus, les conseillers moraux qui le souhaitent, la Fondation maintient un numéro gratuit avec des permanences plus light qu'auparavant, puisque les détenus peuvent retrouver le conseiller moral qui retourne les rencontrer un jour ou plusieurs jours par semaine. En ce qui me concerne, je maintiens mes visites tous les lundis avec plus ou moins entre 7 et 11 rencontres chaque lundi, et la durée de ces rencontres est très variable. Et j'ai accepté une permanence téléphonique chaque semaine à raison de 6h30 sur 4 jours. Et je dirais que ces permanences téléphoniques rencontrent
également autant de succès qu'auparavant. Pour conclure, je dirais que pour moi, depuis que je vais en prison, le sens du mot liberté a pris une signification exceptionnelle, tout simplement parce que lorsque je sors de l'établissement, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir sortir. Et contrairement à ce qui se dit, non, la prison n'est pas le club Méditerranée. Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Alors Mélanie, tu es chargée de mission pour la concertation des associations actives en prison. La CAP, autrement dit, est composée de 50 associations membres et elle a notamment pour mission de faire prendre conscience aux instances politiques des réalités de terrain en milieu carcéral. Elle œuvre également à la sensibilisation du grand public et co-organise les journées nationales de la prison. Alors Mélanie, on entend souvent que la crise du Covid révèle et renforce les problèmes déjà existants plus qu'elle n'en crée. Confirmes-tu l'adage? Alors oui, effectivement, on peut dire que la crise du Covid est vraiment révélatrice des problèmes qui minent déjà nos prisons en temps normal, si on peut dire. Notamment avec la vétusté des établissements pénitentiaires hein, qui sont vraiment fort anciens pour la plupart. Ils ont été construits au 19e siècle. Il y a quelques établissements plus récents, mais beaucoup sont très très vieux. Il y a une forte surpopulation, donc ça entraîne évidemment des conditions de détention et des normes sanitaires très mauvaises qui ont été encore plus révélées quand il s'agit d'essayer de respecter certaines recommandations liées à la crise sanitaire du Covid. Alors, cette crise a aussi été amplificatrice des problématiques déjà présentes hors de la pandémie. Donc, on peut citer notamment le manque d'information des détenus sur ce qui se passait ou sur ce qu'ils pouvaient avoir comme soutien, le manque de contact avec les proches, qui ont déjà été évoqués dans les deux interventions précédentes, le manque d'aide psychosociale qui est déjà présent en temps normal, l'accès très limité aux soins de santé notamment. Et alors, ce qu'on peut aussi relever, c'est que cette crise a aussi mis en évidence combien les personnes détenues font vraiment partie des oubliés de notre société et des personnes les plus vulnérables de notre société. Je pense qu'Isabelle a déjà pointé le désintérêt des politiques qui ne se sont jamais adressés pendant toute la crise. Dans aucun Conseil national de sécurité, je pense qu'on a entendu un ministre ou un expert s'adresser aux personnes détenues et à leurs familles, alors qu'elles ont également beaucoup souffert et subi beaucoup de restrictions, et que leurs droits les plus élémentaires ont été fortement bafoués. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la place de tous les services qu'on appelle extérieurs, donc qui sont liés plus à la réinsertion, donc les services qu'on représente notamment à la CAP et qui sont actifs dans le soutien psychosocial, la formation, la promotion de la santé, la culture, la préparation de la sortie, tous ces services, on l'a entendu avec Isabelle et Jean-Claude, ont eu une interdiction d'accès, voire quand ça a été de nouveau possible, une place beaucoup plus fragile, une difficulté pour réaccéder aux prisons, et leurs actions ont été fortement modifiées. Et donc, on pourrait se poser la question sur la suite aussi, est-ce qu'un retour à une situation plus normale pour tous ces services va être possible dans cet environnement qui est déjà peu favorable et qui est davantage tourné vers la gestion sécuritaire de la peine? Est-ce que le Covid et tous les problèmes sanitaires ne sont pas en fait aussi une excuse, parfois un peu toute trouvée, pour revenir à une détention plus stricte et encore plus inhumaine, plus vide de sens, avec le moins d'interaction avec la société et l'extérieur? Voilà. Pourtant, on le défend vraiment fort. Ce lien avec l'extérieur, il est essentiel. Et c'est ce qui permet de rester en lien
avec la société et qui permet qu'on reste un citoyen, qu'on garde une place et un sentiment peut-être d'être un citoyen et de pouvoir préparer un retour dans cette société. Alors, je voudrais partager un témoignage. Donc, pendant les Journées nationales de la prison qui avaient lieu au mois de novembre, on a pu recueillir de nombreux témoignages de personnes détenues que vous pouvez notamment retrouver dans une capsule vidéo qu'on a réalisée qui peut se retrouver sur un site que vous trouverez dans les commentaires, donc prisonwalk.be. Mais on a aussi pu enregistrer le témoignage d'un monsieur qui a passé de longues années en prison et qui a été libéré au mois de septembre. Donc, il avait passé le premier confinement en prison. Et c'est vrai que lui, il nous a confié avoir constaté, en plus de la réduction du peu de liberté et de droits qu'ont les personnes détenues, une augmentation de la puissance de l'autorité pénitentiaire qui pouvait par moments devenir encore plus totalitaire. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir ces différents témoignages. Merci. Oui, on constate donc que la crise sanitaire révèle bien les failles des institutions, mais elle ouvre aussi, et par là même, des opportunités de questionner et d'évoluer. Quelles recommandations pourrions-nous avoir pour évoluer vers un système carcéral porteur d'un peu plus de sens? Oui, ce serait possible et indispensable de se saisir de cette crise pour se questionner et évoluer. Hein. Bien sûr, tous les associations et différents acteurs, que ce soit des acteurs plus scientifiques ou autres, vont dans ce sens et font beaucoup de propositions tant maintenant que depuis de nombreuses années. Malheureusement, actuellement, tout laisse à penser qu'on se dirige plutôt vers une continuité du comme avant, plutôt que sur une réelle réflexion sur la place de la prison dans notre société et sur ce que dit la prison voilà, sur notre société de plus en plus inégalitaire. Donc, depuis quelques décennies, on a assisté à une course vers toujours plus de répression et plus de contrôle social, qui s'est traduite par beaucoup plus d'incarcération. On n'a pas cessé de construire des nouvelles prisons, voilà, ça s'est avéré être la seule réponse au phénomène de surpopulation, sans autre réflexion. Et ces nouvelles prisons se sont remplies et ont elles-mêmes contribué à continuer à augmenter la population carcérale. Donc, on constate vraiment que la peine des prisons est bien au centre de nos systèmes de sanctions et que ça ne semble malheureusement pas près de bouger. Alors, bon, est-ce qu'on pourrait profiter de cette crise sans précédent pour justement changer un peu notre analyse et entamer des réflexions plutôt sur les causes, revoir nos investissements dans la prévention, dans l'éducation, dans la lutte contre les inégalités, la précarité? Oui, évidemment qu'on pourrait, mais est-ce qu'on va vers là? Je ne sais pas. On voit qu'effectivement, favoriser plus la justice réparatrice ou d'autres types de peines qui ne seraient pas avec une référence à la privation de liberté, ça n'est pas vraiment à l'ordre du jour de nos gouvernements, des différents représentants. Donc, voilà, nous, on pense vraiment qu'il y a des possibilités, mais qu'il faudrait davantage de signaux pour voir qu'on pense aller vers là. Donc, on constate au niveau politique, en tout cas, que le nouveau gouvernement fédéral a toujours prévu de nouvelles constructions de prisons via un master plan. Bon, pour pointer quand même un peu une lueur d'espoir, on a vu quand même aussi dans cet accord de gouvernement que le transfert des soins de santé en prison de la justice vers la santé publique est prévu. Donc ça serait quand même quelque chose qui pourrait permettre d'améliorer en tout cas l'accès aux soins et la santé des personnes détenues. Alors, bon, à l'issue de cette crise sanitaire, notre association via aussi les 50 associations membres de la CAP, on pourrait effectivement donner plusieurs recommandations que je voudrais présenter ici sous forme de questions. Alors, et si les différents niveaux de pouvoir impliqués dans la politique carcérale pouvaient se concerter plus et mieux pour mieux
agir et mieux travailler pour le bien-être des personnes détenues et leurs familles. Et si, pour permettre de penser les plaies de cette crise et les impacts énormes, notamment par rapport à la santé mentale des personnes détenues, la prison s'ouvrait davantage aux services extérieurs et à la société, mais aussi, je pense, aux proches des personnes détenues qui sont très peu entendus, et je pense qu'ils sont pourtant les premiers concernés avec les détenus, qu'on a besoin de les écouter, et les détenus également. Et si cette crise sanitaire pouvait faire réfléchir aussi davantage les magistrats sur la prison et les inciter à incarcérer moins, à réfléchir à d'autres types de sanctions. On pense aussi qu'on pourrait profiter de cette crise pour aussi revoir une loi qui a plus de 100 ans, la loi de 1921 sur l'usage des drogues. Donc voilà, il y a quand même un détenu sur 3 qui est incarcéré pour des faits liés à sa consommation de stupéfiants. Et ça représente énormément de détenus et on pourrait effectivement se dire que si on a envisagé leurs problématiques sous l'angle de la santé et non plus de la répression, on pourrait vraiment évoluer dans une meilleure direction. Et aussi, ça passe notamment par sans doute des événements comme notre présentation, notre petit débat de ce soir. Et si l'opinion publique, après avoir aussi perdu une partie de ses droits avec les différentes mesures sanitaires, pouvait évoluer vers davantage de compréhension des difficultés que vivent les personnes incarcérées, nous pensons vraiment que cette sensibilisation du grand public est une étape nécessaire, une première étape vers un changement et vers la fin de la place centrale de la prison dans notre modèle pénal. Voilà, merci. Merci à Mélanie. Alors, nous avons reçu une question d'une personne qui se demande ce qu'il en est de la situation actuelle dans les prisons. Alors, je pense que Isabelle, notamment, tu en as déjà un peu parlé, tu as déjà un peu évoqué tout ça lors de ton témoignage. Peut-être que tu pourrais repréciser un peu les éléments principaux, ce qui te semble important. Donc, par rapport à la situation actuelle, je dirais qu'il y a quand même les prios qui ont été remis en place. Donc, c'est quand même important, comme ça, les détenus ont la possibilité, en tout cas, de pouvoir se recôtoyer. Aussi les activités sur section, parce qu'ils étaient vraiment confinés 24 heures sur 24, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ça ne permettait plus du tout de socialisation entre eux et de pouvoir, en tout cas, se parler entre eux. Le travail a augmenté un petit peu, donc ça permet quand même de remettre un petit peu d'argent et de confort un petit peu par rapport aux détenus. Les services internes ont été, sont revenus en prison, donc les détenus ont pu être écoutés par les différents services. Maintenant, les visites ont été rétablies. Voilà, c'est toujours le problème, comme Mélanie disait aussi. C'est le manque de contact qui est le plus crucial pour eux, vu que ils peuvent pas toucher leur famille, c'est derrière un plexiglas, ils ont le masque, ils peuvent pas se toucher. Et donc, c'est vrai que c'est difficile aussi par rapport aux enfants de pouvoir expliquer que ils peuvent pas toucher papa ou maman. Mais malgré tout, il y a les vidéoconférences qui sont présentes. Et donc, c'est vrai que pour certains détenus, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont plus vu depuis longtemps vu le Covid, parce que il y a quand même des personnes plus âgées, par exemple les parents, etc., qui n'osent pas venir à la prison. Donc, ça permet quand même d'avoir un contact visuel malgré tout. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments, mais en tout cas, petit à petit, ça se réouvre, donc le moral recommence un petit peu à monter, mais c'est vrai que vu les directives du ministre de reprolonger fin mars tout ce qui est
permission de sortie éco-pénitentiaire, c'est vrai que ça mine fort leur morale parce que voilà, la perspective de pouvoir sortir, comme ils avaient mis tout en place, il y avait beaucoup de détenus, en tout cas que j'ai au téléphone, qui me disent, bah, voilà, on ne sait pas, on ne peut pas sortir, donc notre plan, en tout cas de réinsertion, est retardé et donc ça ne permet pas d'avoir une vision à long terme. Et vu qu'on ne sait pas du tout quand voilà, ça a été prolongé une fois, deux fois. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour eux de ne pas avoir de perspective. Merci Isabelle. Je vous demande juste une minute. Si nous avons encore une question. Alors, est-ce que le gouvernement ou la DGEPI se sont-ils prononcés sur de nouvelles libérations provisoires pour réduire la population carcérale? Quelles sont les justifications avancées pour ne pas le faire alors que cela avait été fait au premier confinement? Avez-vous eu des échos de détenus qui avaient été libérés de manière provisoire? Merci. Donc peut-être Mélanie, dans un premier temps, pour la première partie de la question en tout cas. Oui, ben, les mesures ressemblent un peu à celles qui ont été prises dans le premier confinement. Hein, donc, elles sont quand même un peu plus strictes que durant le premier confinement. Donc, c'est vraiment les personnes qui peuvent obtenir donc une libération anticipée. Elles doivent être à 6 mois de la fin de leur peine et respecter, enfin, être dans différentes conditions. Donc, il y a pas mal de détenus qui en sont exclus. Et les personnes qui peuvent avoir une interruption de peine également, les conditions sont très strictes et toutes ces conditions ne concernent évidemment que les personnes condamnées. Donc, quand on sait qu'il y a à peu près 30% des détenus qui sont en préventive, donc qui ne sont pas encore condamnés, qui ne sont pas encore jugés, toutes ces personnes-là sont exclues pour le moment des mesures d'interruption de peine Covid, ce qui est un peu une aberration et qui effectivement pourrait permettre, bon, en plus ces interruptions de peine, il faut comprendre que c'est vraiment des interruptions de peine, donc les personnes après, quand elles sont réincarcérées, ça ne compte pas dans leur peine actuellement le moment qu'elles ont passé à l'extérieur. Alors, pour ce qui est des témoignages, oui, on en a eu quelques-uns, ça n'est pas toujours des témoignages qui ont été très positifs, parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont par exemple été libérées pendant le premier confinement, se sont retrouvés dans une situation qu'on a connue, hein, où la société était complètement bloquée, tous les services étaient bloqués. Donc, certains ont été libérés et sont allés dans leur famille ou chez un proche ou chez une petite amie ou quelqu'un chez qui ils allaient passer des congés, mais on n'a pas fait d'autres enquêtes plus approfondies et donc ils n'ont pas eu de revenus parfois pendant longtemps puisque les CPAS ou d'autres mettaient longtemps pour répondre aux sollicitations vu le confinement. Ils n'avaient pas beaucoup de possibilités de trouver d'autres formes de revenus puisque beaucoup d'employeurs étaient fermés, je pense notamment au milieu de la restauration par exemple ou à toute une série de métiers et aussi les personnes qui étaient en interruption de peine, c'était le même problème alors qu'elles sont encore comme des détenues puisqu'on voit qu'elles doivent revenir après en prison, elles ne reçoivent pas d'allocation de la prison. Et les CPAS ne veulent pas leur donner d'allocation puisqu'ils disent qu'elles sont encore détenues. Donc ça, c'est une situation qui devrait être améliorée. Effectivement, ça peut être vu comme positif de faire baisser la surpopulation en libérant, mais si les personnes sont dans une situation comme ça, très dure dehors, ça n'est pas très positif non plus. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. Merci, oui, je pense, sauf si quelqu'un a un autre témoignage parmi vous. Jean-Claude? Oui, peut ajouter à ce qui vient d'être dit que la situation en prison est le reflet de la situation dans la société extérieure. Donc, ce dont les détenus se plaignent,
c'est du report systématique des décisions du comité de concertation qui est prise par l'administration pénitentiaire. Bon, c'est le report des libérations, le report des permissions de sortie, des libérations conditionnelles, etc. Alors qu'on espérait quelque chose pour le mois de décembre, cela a été reporté au mois de janvier. Maintenant, nous voilà pour le mois de mars. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu énormément de questions concernant ce report et pourquoi, etc. Je dirais que par rapport aux témoignages positifs dont on vient de parler, Mélanie, moi je parlerai des témoignages négatifs que j'ai enregistrés parce que je ne peux pas empêcher les détenus de regarder dans ce qui se passe à côté ou dans la cellule à côté. Et s'il y a eu des libérations, effectivement, il y a d'autres qui espéraient des libérations et qui n'ont pas pu les obtenir et qui, de ce fait, s'en sont plaints et leur mauvaise humeur a transpiré tout simplement en disant « mais pourquoi lui et pourquoi pas moi ?» Ça, c'est la situation que l'on a vécue et c'est comme ça que l'on a rencontré quelques difficultés entre détenus, la mauvaise humeur s'exprimant lors de rencontres au préau ou l'autre. Donc voilà, je pense que un petit peu comme pour tout le monde dans la société, il faudrait que l'on puisse trouver une formule et le vaccin sera peut-être une formule. Une question, par exemple, qui m'était posée aujourd'hui, c'était de savoir est-ce que l'on pourra être vacciné dans les prisons? Bon, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas à Arlon énormément de personnes détenues qui ont plus de 60 ans, donc qui seraient, ou 65 ans, qui seraient dans le personnel prioritaire. Il y en a quelques-uns. Et la question m'a été posée, à partir du moment où il y a des agents qui sont quand même avec l'extérieur, est-ce que nous ne devrions pas être vaccinés le plus rapidement possible? C'est une question que je pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. Mélanie, tu voulais ajouter? Oui, peut-être sur les vaccins, parce que récemment, il y a eu enfin, c'est pas encore des réponses, mais une question parlementaire, notamment sur cette question. Il y a eu, je pense, une petite émission aussi sur la première qui abordait ça. Donc, ça n'est pas encore vraiment tranché. Mais par contre, le comité, je pense, de déontologie qui donne des avis sur la stratégie de vaccination eux, ils ont pointé effectivement les milieux fermés où les personnes sont privées de liberté, tant comme les prisons ou les hôpitaux, certains hôpitaux psychiatriques, certaines institutions pour personnes évidemment handicapées également, les centres faits d'asile, les centres fermés, comme étant des endroits qui devraient être prioritaires dans la vaccination, dans la stratégie de vaccination. Mais après, au niveau plus politique, le ministre a reconnu que ça serait quelque chose que lui allait pousser, tant pour les détenus que pour les agents, qu'ils soient considérés comme un public prioritaire, mais qui ne pouvait pas encore dire à ce stade où on en serait. Merci. Oui, on avait justement une question par rapport au vaccin d'une personne qui se demandait si on pourrait éventuellement obliger les détenus à se faire vacciner sous prétexte justement qu'ils sont détenus qui sont en prison. Ça, je ne pense pas. Je pense que ça va être comme partout, comme dans les maisons de repos ou comme dans les sociétés. Je suppose que, j'ose espérer qu'ils auront le choix, puisque ça a été le choix de notre pays de ne pas le rendre obligatoire. Je pense que ça devrait être la même chose. C'est une question qui m'a également été posée ce matin. J'ai eu deux personnes, l'une ne voulant absolument pas se faire vacciner et on ne m'obligera pas à être vacciné, me disait-il, même si je suis dans un contexte qui pourrait, et une personne qui, lui, demandait ardemment à être vaccinée le plus rapidement possible. Donc, c'est aussi le reflet de la société avec un pourcentage de personnes qui souhaitent être vaccinées le plus rapidement possible et un plus faible pourcentage de personnes
qui ne souhaitent pas être vaccinés. Merci. Je continue alors avec les questions puisque l'heure tourne. Alors, on avait des questions donc, sur les cas de Covid, voir s'il y en avait eu beaucoup finalement. Donc, première vague, deuxième vague, est-ce qu'on a des chiffres? Et est-ce qu'il y a des tests qui sont effectués? Comment est-ce que ces tests sont gérés? Je ne sais pas qui peut peut-être répondre à ça, qui est-ce qu'il y aurait des chiffres? Mélanie, point d'interrogation. Je n'ai pas des chiffres précis en tête, je pense qu'il y en a un petit peu ici, je vais vite regarder. En tout cas, dans la première vague, il n'y a pas eu beaucoup de cas en prison. On a été quand même un pays assez... enfin voilà, où les mesures très strictes qui ont été décidées ont bien fonctionné. Bah, ici, il y a quelques chiffres. Donc, c'est les chiffres qui datent du 28 du 10. Mais donc après, dans la deuxième vague, là, il y a eu plus de cas. Et comme l'a dit Isabelle, bah, du coup, il y a eu vraiment des ailes entières qui ont été confinées, parfois du coup pendant 10 jours ou 14 jours. Il y a eu des prisons où c'était beaucoup d'agents qui ont été positifs aussi. Donc voilà, ici, au 28 octobre, il y avait eu 174 détenus testés positifs et 77 membres du personnel. Ce qui, au vu de la population, est un taux plus faible que dans la société quand même. Mais je veux dire, au deuxième confinement, là, je n'ai pas les chiffres plus récemment, mais il y a eu beaucoup plus de cas selon ce qu'on a pu voir, en tout cas, au fur et à mesure. Merci. Et alors, bah, peut-être une dernière ou une des dernières, en tout cas, questions pour ce soir. Donc, est-ce qu'on a un retour, bah, peut-être pour Jean-Claude, qui a pas mal de contacts donc avec les détenus en ce moment. Quel retour face à l'isolement qui est imposé aux détenus en cas de doute de positivité au Covid-19? Je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire de la prison d'Arlon. Et on a eu la chance à Arlon de pouvoir remettre assez rapidement le travail en activité. Donc, il y a ce qu'on appelle le TI, travail industriel. Et c'est une activité qui a été remise en place assez rapidement. Il y a un petit nombre de personnes qui y travaillent. Les activités au préau ont été suspendues pendant le premier confinement, mais ont repris je parle de mémoire, mais vers le mois d'août, au moment où nous avons pu retourner les extérieurs en prison. Et je dois dire que les mouvements de mauvaise humeur, il y en a eu, mais n'ont pas été tellement nombreux, tout simplement parce que il y a eu de part et d'autre une bonne volonté. Je pense que du côté des détenus, ceux que je rencontre, et je pense que j'en rencontre quand même assez bien, y compris dans les couloirs du carcéral, chaque fois, les détenus, lorsqu'ils se déplacent, portent le masque. Donc, ils ont tout fait que pour éviter la contamination au sein de la prison. On en a parlé il y a un instant. Je dirais que c'est la même chose pour les agents et les extérieurs qui, quand ils ont pu y retourner, ont respecté scrupuleusement les mesures de précaution. Donc, je pense que, comme l'a dit, je crois, Isabelle, il n'y a pas eu beaucoup de cas de Covid. Je crois qu'il y en a eu un à Arlon, mais je n'en suis même pas certain parce que était-ce un asymptomatique, je n'en sais rien. Mais les bruits circulent, comme m'ont été rapportés, comme quoi il y avait eu un cas et qui avait été déplacé très rapidement à Lantin. À part cela, je ne suis au courant d'aucun autre problème inhérent à ce confinement, mis à part tout ce qui a été raconté et tout ce qui a été dit, pardon, au cours de cette mini-conférence, c'est que la privation des rencontres avec la famille, ça c'est quelque chose auquel les détenus tiennent beaucoup. Voilà.
Merci Jean-Claude. Nous n'avons évidemment pas fait le tour de la question, le sujet est vaste vraiment, mais vous le savez, notre émission se veut dotée d'un format court, donc nous allons devoir en rester ici pour ce soir. Mais les personnes désireuses d'en savoir davantage, d'avoir plus d'informations, ne doivent pas hésiter à aller se renseigner sur les sites des différentes associations. Donc, nous avons laissé dans les commentaires les liens pour aller sur ces sites, des liens également qui renvoient vers certaines publications. Je citerai ici notamment le journal qui a été édité lors des dernières journées nationales de la prison, que vous pourrez retrouver sur le site du CAL Luxembourg. J'en profite aussi pour vous dire donc, que le CAL est toujours à la recherche de volontaires pour ses missions au sein des prisons, que ce soit au niveau de l'assistance morale ou des activités collectives. Donc, à ce niveau-là aussi, n'hésitez pas à vous manifester et à joindre le CAL Luxembourg si vous étiez intéressé, si vous avez des questions, si voilà, vous souhaitez des informations, des documents ou autres. Je tiens à remercier donc, nos intervenants de ce soir, évidemment, vous aussi pour votre présence, pour vos questions. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie encore et au revoir.